chapitre 3. Troisième mois de l'inondation, 14e jour. 1. Partout, c'était l'agitation des grands préparatifs. On avait cuit des centaines de pains. À la cuisine, on faisait rôtir des canards. Il y avait dans l'air une odeur de poireaux, d'ail et d'épices diverses. Des femmes criaient des ordres. Des esclaves couraient en tous sens. Partout, c'était un murmure. « Le maître revient! Le maître revient !» Reni Sand occupée, avec les autres à confectionner des guirlandes de lotus et de coquelicots, sentait en elle monter une joie qui accélérait les battements de son cœur. Son père rentrait à la maison. Au cours des semaines qui venaient de s'écouler, il lui avait semblé revenir par degrés insensibles à une vie pour elle toute semblable à sa vie d'autrefois. Après sa conversation avec Ori, elle avait éprouvé comme un sentiment de gêne dans une maison où elle se sentait un peu étrangère, mais cette impression s'était effacée peu à peu. Elle était la même Reni Sand. Yamoz, Satipi, Sobek et Kate, eux non plus, n'avaient pas changé et, comme autrefois, l'imminent retour d'Imhotep bouleversait pour un temps le cours ordinaire de l'existence. Il avait fait prévenir qu'il arriverait avant la tombée de la nuit. Un domestique était posté au bord du fleuve pour annoncer l'approche du maître. À son rappel, Reni Sand, abandonnant ses fleurs, courut avec les autres jusqu'au débarcadère où Yamoz et Sobek se trouvaient déjà, entourés d'une petite foule de paysans et de pêcheurs qui criaient en montrant du doigt une embarcation qui descendait le cours du fleuve. C'était une grande barque qui avançait rapidement sous le souffle du vent du nord, qui gonflait sa grande voile carrée. Derrière, surchargée de serviteurs, hommes et femmes, venait une autre barque où était installée la cuisine. Reni Sand, bientôt, distingua la silhouette de son père. Il était assis, une fleur de lotus à la main, avec à côté de lui quelqu'un qu'elle prit pour une chanteuse. Sur la berge, les cris redoublaient. Imhotep leva le bras et agita la main, en signe d'amitié, cependant que, derrière lui, les marins tirant sur les drises manœuvraient la voile. Quelques instants plus tard, au milieu des acclamations de bienvenue, Imhotep menait le pied sur la rive, saluait sa famille et, du geste, remerciait la foule. Les cris continuaient. « Gloire à Sobek, fils de Neit, qui t'a protégé sur les eaux. Gloire à Ptah, qui t'a ramené parmi nous. Gloire à Ra, qui illumine les deux terres. » Reni Sand participait à la joie générale. Imhotep faisait quelques pas avec majesté. Brusquement, elle s'avisa qu'il était petit, beaucoup moins grand que dans son souvenir. Elle en éprouva comme une déception. Son père était-il vraiment devenu plus petit ou sa mémoire l'avait-elle trompé? Elle se souvenait de lui comme d'un homme grand, autoritaire jusqu'à la tyrannie, qui ne cessait de commander à droite et à gauche, comme d'un personnage qui parfois la faisait sourire, mais qui n'en était pas moins quelqu'un. L'image était difficile à concilier avec ce qu'elle voyait. Ce petit homme court et gras, vieillissant déjà, visiblement imbu de son importance, soucieux de se faire impression, et loin d'y parvenir. Reni Sand s'interrogeait, se demandant comment ses souvenirs avaient pu ainsi l'abuser. Imhotep, après avoir adressé à la foule quelques phrases sonores et cérémonieuses, en arrivait aux salutations personnelles. Il embrassa d'abord ses fils. « Ah, mon bon, mon cher Yamoz !» Tout souriant. « J'imagine, je suis sûre que tu as bien pris soin de mon domaine durant mon absence. Et voici Sobek,
le plus beau de mes fils. Toujours joyeux en ton cœur, je vois. Et Hippie est là aussi, mon Hippie bien-aimé. Approche-toi, que je te regarde. Recule, tu as encore grandi. Tu as l'apparence d'un homme maintenant et mon vieux cœur se réjouit. Viens dans mes bras. Et voici Renissambe, ma fille chérie, revenue à la maison. Et Satipi et Kate, mes filles non moins aimées. Et Enette, la fidèle Enette. Enette, à genoux, s'essuyait les yeux avec une certaine ostentation. Quelle joie de te revoir, Enette. Tu vas bien? Tu es heureuse? Toujours dévouée? Quel réconfort! Et voici Ori, qui tient si bien mes comptes. Les affaires ont bien marché? Je n'en doute pas. Les salutations terminées, le murmure des voix s'apaisa. Imhotep leva la main pour réclamer le silence, et d'une voix claire et nette, il parla. Mes chers fils, mes chères filles, mes amis, j'ai une nouvelle à vous apprendre. Depuis bien des années, ainsi que vous le savez tous, je suis dans un certain sens solitaire. Ma femme, votre mère, Yamos et Sobek, et ma sœur, ta mère, Hippie, ont depuis bien longtemps rejoint Osiris. Je vous amène donc, Saptipi et Kate, une nouvelle sœur que vous aimerez parce que vous m'aimez, Nofret, ma concubine. Elle est venue avec moi de Memphis, dans le nord, et elle restera ici avec vous lorsque je m'absenterai de nouveau. Tout en parlant, il avait pris par la main une jeune femme qui se tenait debout à ses côtés, la tête rejetée en arrière avec une certaine arrogance. Elle était fort belle, et Renissambe, surprise et un peu choquée, remarquait à part soi qu'elle était aussi toute jeune, probablement moins âgée qu'elle-même. Sa peau était d'un beau bronze doré, ses sourcils de minces traits noirs, très droits, et ses cils si longs et si fournis qu'on lui avait à peine les yeux. Interdite et muette, la famille ne bougeait pas. Un soupçon d'irritation dans la voix, Imhotep reprit. « Allons, mes enfants, souhaitez la bienvenue à Nofret. Est-ce que vous ne sauriez comment vous devez accueillir la concubine de votre père lorsqu'il l'amène en sa maison ?» Ils obéirent avec de gauches réticences. Avec une chaleur feinte, qui sans doute cachait sa gêne, Imhotep s'écria. « Voilà qui est mieux. Nofret, mes filles vont te conduire au quartier des femmes. Où sont les bagages? On ne les a pas encore apportés à terre ?» Imhotep se retourna. Des serviteurs déchargeaient les lourds coffres de voyage au couvercle bombé. Imhotep reprit, s'adressant à Nofret. « Tes bijoux et tes vêtements ont fait bon voyage. Va et retire-les tout de suite des coffres. » Puis, tandis que les femmes s'éloignaient, se tournant vers ses fils, il demanda. « Parlez-moi du domaine. Tout marche bien ?» Les champs du bas, ceux qui étaient loués à Nak, Imhotep ne laissa pas Yamos poursuivre. « Pas de détails maintenant, mon fils. Ils peuvent attendre. Aujourd'hui est un jour de fête. Demain, avec Ori, nous nous occuperons des affaires sérieuses. Viens, Hippie, mon fils. Rentrons à la maison. Que tu es grand. Ta tête est plus loin du sol que la mienne. » La mine sombre, Yamos et Sobek se mirent en route, suivant leur père qui allait devant avec Hippie. « Tu as entendu ?» murmura Sobek. « Des bijoux et des vêtements. Voilà où sont passés les revenus des propriétés du Nord. Nos revenus. Pas si haut, notre père pourrait entendre. Et après, Yamos, tu as peut-être peur de lui, mais moi je ne le crains pas. » À la maison,
Ennet alla rejoindre Imhotep dans sa chambre, tandis qu'on préparait son bain. Elle était toute souriante et le maître, quand il l'aperçut, abandonna la bonne humeur qu'il affectait, retrouvant du même coup un peu de naturel. « Alors, Ennet, lui demanda-t-il, que penses-tu de mon choix ?» Si déterminé qu'il fût à mener les choses rondement, il se rendait fort bien compte que l'arrivée de Nofrette pouvait créer quelques difficultés, au moins dans le quartier des femmes. Mais Ennet n'était pas comme les autres. Elle lui avait toujours été dévouée et elle ne le déçut pas. « Elle est adorablement belle. Quels cheveux et quelle hanche. Elle est digne de toi, Imhotep, et je ne saurais dire mieux. Ton épouse qui est morte sera heureuse que tu aies choisi une telle compagne pour ensoleiller tes jours. » « Tu le crois vraiment ?»« J'en suis sûre, Imhotep. Tu l'as pleuré pendant des années. Tu as le droit maintenant de jouir de la vie de nouveau. » « Tu la connaissais bien, je vois. Il m'a semblé à moi aussi que le temps était venu pour moi de vivre ainsi que doit vivre un homme. Mais ma fille et mes belles-filles ne vont-elles pas m'en vouloir un peu ? » « Je ne leur conseillerais pas. Après tout, Imhotep, est-ce que ce n'est pas toi qui leur permets de manger ? » ?»« Très juste, très juste. C'est à ta bonté qu'elles doivent tout et, dans son labeur, elles n'auraient rien. » »« C'est très vrai. » Imhotep poussa un soupir et ajouta. « Pour elles, je suis tout le temps en route. Mais j'ai bien peur qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles devraient m'en être reconnaissantes. » « Tu n'as qu'à leur rappeler. Moi, qui suis ton humble et dévouée servante, je n'oublie pas tout ce que je te dois. Mais les enfants, quelquefois, sont stupides et égoïstes. Il leur arrive de s'exagérer leur importance et de ne pas se souvenir qu'ils se bornent à exécuter les instructions qui leur sont données par toi. »« Voilà qui est bien observé, » déclara Imhotep. « J'ai toujours dit, Ennet, que tu étais une créature extrêmement intelligente. » À son tour, Ennet soupira. « Si seulement les autres pouvaient penser comme toi. » »« Qu'est-ce que à dire ? On n'a pas été gentil avec toi ? » ?»« Je ne dis pas ça. Ils ne le font pas exprès. Pour eux, il est tout naturel que je me tue de travail. Je le fais avec plaisir, mais un mot aimable qui montre qu'on se rend compte de ce que l'on fait, pour vous, ça fait une telle différence. » Ce mot, Ennet, tu l'auras toujours de moi. Et souviens-toi qu'ici, tu es chez toi. Tu es bon, maître. Après un silence, elle reprit. Ton bain est prêt. Lorsque tu l'auras pris, voudrais-tu te rendre auprès de ta mère qui désirerait te voir ? Ma mère ? Oui, bien sûr. Pour dissimuler sa gêne, il ajouta très vite. C'était d'ailleurs mon intention. Dis à Esa que je serai chez elle tout à l'heure. 2. Esa, pour recevoir son fils, n'avait mis sa plus jolie robe de lin. Elle le regardait avec un sourire vaguement ironique. « Bienvenue à toi, Imhotep. Ainsi tu nous reviens, et point seul, m'a-t-on dit. » Imhotep, un peu honteux, fit un effort pour répondre d'une voix assurée. « Ainsi tu es déjà informé. » »« Naturellement. On ne parle que de ça dans la maison. Il paraît qu'elle est très jolie et toute jeunette. Elle a 19 ans et elle n'est pas vilaine. » Esa se mit à rire, ou plus exactement à glousser. « Il n'y a pas plus fou qu'un vieux fou, » dit-elle enfin. Imhotep jouait l'étonnement. « Ma chère mère, je ne te comprends pas. » Elle répondit, très calme. « Tu as toujours été un imbécile, Imhotep. » Imhotep avalait sa salive. Partout et toujours, il avait conscience de sa valeur, mais en présence de sa mère,
il en venait régulièrement à douter de soi. Devant elle, il se sentait comme diminué. Elle y voyait à peine, mais son regard le déconcertait. Il savait bien, certes, qu'il n'en demeurait pas moins un homme très intelligent et que l'attitude de sa mère n'y pouvait rien changer, mais devant elle, c'était incontestable, il avait lui-même une piètre opinion de ses propres capacités. « Est-il donc extraordinaire, demanda-t-il, qu'un homme installe chez lui une concubine ? Nullement. Les hommes sont si bêtes. Je ne vois pas ce qu'il y a de bête là-dedans. Est-ce que tu t'imagines que la présence de cette jeune femme va remettre de l'harmonie dans la maison ? Satipi et Kate doivent être furieuses et tu n'en apercevras l'humeur de leur époux. En quoi est-ce que ça les regarde ? Est-ce qu'il aurait le droit de juger mes actes ? Certainement pas. Marchant le long en large dans la pièce, Imhotep poursuivit avec irritation. N'ai-je pas le droit d'agir chez moi ainsi que je l'entends ? Est-ce que je n'assure pas le vivre et le couvert de chacun dans cette maison ? Le pain qu'ils mangent, mes fils et leurs femmes ne me le doivent-ils pas ? Est-ce que je ne leur répète pas tous les jours ? Je crois même, Imhotep, que tu prends trop de plaisir à leur rappeler sans cesse. C'est que c'est la vérité ? Ils dépendent tous de moi ? Tous ? Es-tu bien sûr que ce soit une bonne chose ? Est-ce que tu voudrais dire qu'il n'est pas bon qu'un homme fasse vivre sa famille ? Esa soupira. Tu oublies vite qu'ils travaillent pour toi. Voudrais-tu donc que je les encourage à la paresse ? Bien sûr, ils travaillent. Tes fils, les deux aînés tout du moins, sont des hommes faits. Sobek n'a aucun jugement et ne commet que des erreurs. En outre, il se montre souvent d'une impertinence que je n'admets pas. Yamoz, lui, est un garçon obéissant. Tu peux dire un homme. Seulement, j'ai toujours à lui répéter les choses 2 ou 3 fois avant qu'il ne les comprenne. Il faut que je pense à tout et que je sois partout. Quand je m'absente, je passe mon temps à dicter à des scribes des instructions détaillées pour mâcher la besogne à mes fils. Je me repose à peine, je ne dors guère, et quand j'arrive enfin à la maison dans l'espoir d'y goûter une paix que j'estime avoir bien gagnée, c'est pour y découvrir des difficultés nouvelles. Jusqu'à toi, ma mère, qui me conteste le droit d'avoir, comme les autres hommes, une concubine. Tu es en colère et... Esa lui coupa la parole. Je ne suis pas en colère, Imhotep. Tu m'amuses, c'est tout. J'imagine que ce qu'il va se passer ici sera assez curieux à observer. Ce qui n'empêche que, lorsque tu retourneras dans le nord, tu feras bien d'emmener ta concubine avec toi. Sa place est ici, dans ma maison, et malheur à qui ne la traitera pas comme il se doit. Il ne s'agit pas de ça, répliqua Esa. Souviens-toi seulement qu'il est facile de mettre le feu à une étable quand la paille est bien sèche. Le proverbe dit que, lorsqu'il y a des femmes, l'endroit n'est pas bon. Elle s'interrompit un instant, puis, très bas, elle ajouta. Nofrette est très belle, Imhotep, mais souviens-toi de ceci. Les hommes sont rendus fous par les membres adorables des femmes, lesquelles, hélas, deviennent en un instant des cornalines décolorées. Un petit rien, impalpable comme un rêve, la mort vient et c'est la fin. Chapitre 4. 3e mois de l'inondation, 15e jour. 1. Sobek s'expliquait sur la vente du bois. Imhotep l'écoutait sans rien dire, mais son visage était devenu très rouge et les veines de ses tempes étaient extraordinairement apparentes.
Sobek montrait moins d'assurance qu'au début de son exposé. Il s'était promis de parler avec autorité, mais l'attitude de son père et ses froncements de sourcils l'avaient troublé et, maintenant, il hésitait à bafouiller. Finalement, d'une voix impatiente, Imhotep l'interrompit. « Bref, tu as cru en savoir plus long que moi et tu n'as pas suivi mes ordres. C'est toujours la même chose. Si je n'ai pas l'œil à tout, si je ne me suis pas sur place... » Il soupira. « Ce que vous deviendrez sans moi, mes pauvres garçons, c'est ce que je n'arrive pas à concevoir. » Sobek s'entêtait. Il y avait une chance de réaliser un très gros bénéfice. J'ai couru le risque. Il ne faut pas être toujours exagérément prudent. C'est un reproche que tu n'encourras jamais. Tu es d'une audace qui va jusqu'à la témérité et tu te trompes régulièrement dans tes décisions. Avec ça que tu me laisses l'occasion d'en prendre. D'un ton sec, Imhotep répliqua. Tu en as pris la circonstance, contre mes ordres, exprès. Tes ordres ? Faudra-t-il donc toujours que je reçoive des ordres ? Je suis un homme à la fin. Imhotep répondit dans une explosion de colère. Qui est-ce qui te fait manger ? Qui est-ce qui t'habille ? Qui pense pour toi à l'avenir ? Qui ne cesse de songer à ton bonheur et à celui de tout le monde ici ? Quand le fleuve était bas, lorsque la famine menaçait, qui a fait le nécessaire pour que des provisions vous fussent envoyées ? Vous avez de la chance d'avoir un père tel que moi qui pense à tout. En échange, qu'est-ce que je vous demande ? Simplement de travailler dur, de faire de votre mieux et de suivre mes instructions. » Criant, lui aussi, Sobek coupa la parole à son père. « Bien sûr, travailler comme des esclaves pour que tu puisses offrir de l'or et des joyaux à ta concubine. » La rage aux yeux, Imhotep marcha sur son fils. « Insolent, c'est comme ça que tu parles à ton père ? Prends garde, sinon je te chasse de cette maison et tu iras où tu voudras. Prends garde, toi aussi, sinon c'est moi qui m'en irai, volontairement. J'ai des idées, de bonnes idées, des idées qui rapporteraient de l'argent si j'avais les coudées franches, au lieu de ne jamais pouvoir faire comme je l'entends. » « Tu as fini ? » Il y avait dans le ton une menace, dont Sobek tint compte, presque malgré lui. « Oui, dit-il, je n'ai rien à ajouter, pour le moment. »« Alors, va t'occuper du bétail, ce n'est pas le jour de flâner. » Sobek s'éloigna en maugréant. Comme il passait près de Nofret, qui se trouvait non loin de là, elle le regarda du coin de l'œil et se mit à rire. Sobek sentit le sang lui monter à la face et fit un pas vers elle. Elle l'attendait, immobile, sûre d'elle même, le considérant avec dédain entre ses paupières mi-closes. Il grommela quelque chose, puis, reprenant sa direction première, se remit en route. Nofret, riant de plus belle, s'en alla rejoindre Imhotep qui discutait maintenant avec Yamose. « Quelle idée as-tu » lui demandait-il, « de laisser agir Sobek de façon si ridicule ? Tu aurais dû éviter ça. Est-ce que tu ne sais pas qu'il n'a pas le sens des affaires et qu'il s'imagine toujours que les choses tourneront comme il l'espère ?» Yamose s'excusait. « Tu ne te rends pas compte, père, de mes difficultés. Tu m'avais dit de faire confiance à Sobek pour la vente de ce bois. Je m'en suis tenu à tes instructions et remis à son jugement. » « Son jugement ? Il n'en a jamais eu. Il devait obéir à mes ordres et c'était à toi de t'assurer qu'il n'y manquait pas. » Yamose rougit. « À moi ? Quelle autorité ai-je pour cela ? » ?»« Quelle autorité ? Celle que je t'avais déléguée ? Mais ma situation est terriblement fausse. Si j'étais légalement ton associé. » L'arrivée de Nofret ne lui permit pas de finir sa phrase. Elle jouait avec un coquelicot. « Dis-moi, Imhotep,
fit-elle, tout en réprimant un bâillement. Qu'attends-tu pour m'accompagner au petit pavillon, au bord de la piscine? Il y fait frais. J'ai commandé pour toi des fruits et de la bière de Keda, et tu dois en avoir terminé avec les ordres que tu avais à donner. Un instant, Nofrette, et je suis à toi. De sa voix douce, elle insistait. Viens tout de suite, tu me feras plaisir. Imhotep, flatté, baissait les yeux. Avant que son père eût le temps de répondre, Yamose reprenait la parole. Finissons-en avec ça, d'abord. C'est important. Je voulais te demander... Indifférent à ce que pouvait dire Yamose, Nofrette s'adressait à Imhotep. Ne pourrais-tu faire ce que tu veux dans ta propre maison? Imhotep n'hésita pas. Une autre fois, Yamose, une autre fois. Ayant dit, il s'éloigna avec Nofrette. Yamose, debout sur le porche, le regardait s'éloigner quand Satipi sortit de la maison. Alors, demanda-t-elle, tu lui as parlé? Qu'a-t-il dit? Yamose poussa un soupir. Ne sois pas tellement impatiente, Satipi. Le moment n'était pas favorable. Elle se récria. Je n'attendais pas de toi une autre réponse. Je me doutais que c'était ce que tu me dirais. La vérité, c'est que tu as peur de ton père. Tu es timide comme un agneau. Tu bêles devant lui au lieu de lever la tête comme un homme. Seulement, de nous deux, l'homme, je crois bien que c'est moi. Tu m'avais promis, je parlerai à mon père tout de suite, le premier jour. Et qu'est-ce qu'il se passe? Elle s'interrompit pour reprendre haleine, car elle était loin d'en avoir fini. Mais Yamose ne la laissa pas continuer. « Tu te trompes, dit-il sans élever la voix. J'avais commencé à lui parler, mais nous avons été dérangés. » Dérangés? Par qui? Par Nofrette. Par cette femme? Est-ce que ton père devrait permettre à sa concubine de venir l'importuner quand il est en conversation d'affaires avec son fils aîné? Ce sont des choses dont les femmes n'ont pas à se mêler. Cette maxime, Yamose souhaitait sans doute que son épouse fût la première à la respecter, mais elle ne lui laissa pas le temps de le dire. Elle poursuivait. Ton père aurait dû lui faire comprendre ça dès le début. Il n'a pas eu l'air de trouver son intervention désagréable. C'est bien triste. Elle l'a ensorcelé. Elle dit et fait ce qui lui plaît. Il approuve. Elle est très belle. Satipi ricana avec mépris. Elle a l'air de ce qu'elle est. Jolie, mais avec des manières déplorables. Aucune éducation. Elle est grossière avec nous, mais ça lui est égal. En ce qui te concerne, personnellement, c'est peut-être parce que tu n'es pas très gentil avec elle. Je suis extrêmement polie. Kate et moi, nous la traitons avec toute la courtoisie désirable. Sois tranquille, elle n'aura pas à se plaindre de nous. Nous saurons attendre. Il la regarda inquiet. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Satipi, déjà, s'éloignait. Riant, elle se retourna. Ce que je veux dire, une femme le comprendrait, mais pas un homme. Nous n'agissons pas comme vous et nous avons nos façons à nous de nous défendre. Nofrette serait sagement inspirée d'être moins arrogante. La vie d'une femme, en fin de compte, où se passe-t-elle? Au fond de la maison, avec les deux autres femmes. Les paroles de Satipi avaient incontestablement un sens caché. Elle ajouta. Ton père ne sera pas toujours ici. Il retournera dans le nord. À ce moment-là, on verra. Satipi. Sans vouloir l'écouter, elle s'éloignait en riant. Les enfants jouaient et couraient auprès de la piscine. Il y avait là les deux fils de Yamose, deux solides gaillards qui ressemblaient plus à Satipi qu'à leur père, les trois enfants de Sobek, dont le dernier marchait à peine, et Téti, une jolie petite fille de 4 ans au visage grave et sérieux. Ils riaient tous ensemble, criaient,
se lançait des balles et, de temps à autre, se chamaillait avec des cris perçants. Imhotep buvait sa bière à petites gorgées, fit remarquer à Nofrette, assis à ses côtés, que les enfants adoraient jouer au bord de l'eau. Il en a toujours été ainsi, ajouta-t-il. Mais, par à tort, quels potins ils font !» Oui, s'empressa de dire Nofrette, alors que l'endroit pourrait être si paisible. Pourquoi ne leur ordonnes-tu pas d'aller jouer ailleurs quand tu es là ? En somme, quand le maître de la maison souhaite se détendre un peu, on doit respecter son repos. Ce n'est pas ton avis ? À vrai dire, Imhotep hésitait. C'était là une chose à quoi il n'avait pas songé, mais l'idée ne lui déplaisait pas. À vrai dire, reprit-il sans conviction, ils ne me gênent pas. On les a toujours laissés jouer où ils voulaient. Quand tu es en voyage, c'est tout naturel. Mais j'estime, Imhotep, étant donné tout ce que tu fais pour ta famille, qu'on devrait te témoigner plus de respect et faire de ta présence plus de cas. Tu es trop gentil, trop indulgent. Imhotep sourit. C'est ma faiblesse depuis toujours. Je n'ai jamais été très stricte sur les marques extérieures de respect. Ce qui explique que ces femmes, les épouses de tes fils, abusent de ta gentillesse. Il devrait être entendu que, lorsque tu viens ici pour te reposer, tu dois y trouver le calme et la tranquillité. Ne bouge pas. Je vais aller dire à Kate d'emmener toute cette marmaille. Cela fait, tu auras la paix. Tu es pleine d'attention, Nofrette. Tu es une bonne fille et je te remercie. Nofrette alla trouver Kate qui, agenouillée au bord de l'eau, surveillait le second de ses enfants, un petit garçon, occupé à faire naviguer une barquette de bois. « Kate » lui dit-elle avec courtoisie, « voudrais-tu emmener les enfants ?» Kate ouvrit de grands yeux. Elle ne comprenait pas. « Les emmener ?» demanda-t-elle. « Que veux-tu dire ? Ils jouent toujours ici. »« Oui, mais aujourd'hui, Imhotep désire le calme et ses enfants font du bruit. » Le visage de Kate s'empourpra. « Tu pourrais t'exprimer autrement, Nofrette ? Imhotep a plaisir à voir jouer ici les enfants de ses fils. C'est lui-même qui me l'a dit. »« Pas aujourd'hui, » répliqua Nofrette. « Il m'a envoyé spécialement auprès de toi pour te dire d'éloigner cette tapageuse engeance afin qu'il puisse se reposer tranquillement avec moi. »« Avec toi ?» Kate allait riposter vertement, mais elle se contint. Se levant d'un bond, elle alla trouver Imhotep. Nofrette la suivit. Kate ne s'embarrassa pas de circonlocution. « Ta concubine me dit qu'il faut que j'emmène les enfants ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font de mal ? » « J'aurais pensé, » dit doucement Nofrette, « que le seul désir du maître de la maison suffisait. »« C'est parfaitement exact, » déclara Imhotep avec impatience. « Pourquoi me faudrait-il donner des raisons ? Chez qui sommes-nous, ici ?» Kate se tourna vers Nofrette. « J'imagine que c'est elle qui veut qu'on les éloigne. »« Nofrette, » reprit Imhotep, « prends souci de mon bien-être. Elle est, dans cette maison, la seule à y songer, avec peut-être la pauvre Énette. Alors, les enfants ne doivent plus jouer ici. »« Pas quand je viens m'y reposer. » Kate, brusquement, donna libre cours à sa colère. « Pourquoi laisses-tu cette femme te dresser contre ceux qui sont là de ton propre sang ? Pourquoi lui permets-tu de se mêler de la façon dont est menée ta maison et d'interdire ici les choses qui se sont toujours faites ?» Imhotep, qui éprouvait le besoin de se justifier à ses propres yeux, se mit à crier, lui aussi. « C'est moi qui décide ici de ce qui se fait ou ne se fait pas, et non toi. Vous êtes tous ligués pour en user selon votre bon plaisir, et aucun d'entre vous ne s'inquiète de ce que peut désirer le maître de la maison. Or,
Le maître ici, c'est moi. Permets-moi de te le dire. Je ne cesse de travailler et de tirer des plans en vue de votre bonheur à tous. Est-ce qu'on peut m'en a quelque gratitude? Est-ce qu'on s'interroge sur ce que je peux souhaiter pour aller au-devant de mes vœux? Non. Tout à l'heure, c'est Sobek qui me manque de respect. Et maintenant, c'est toi qui essayes de m'intimider. Est-ce que c'est pour ça que je vous entretiens tous? Méfiez-vous. Tout ça aura une fin. Sobek parle de s'en aller? Qu'il s'en aille. Et toi et ses enfants avec lui. Kate, un instant, demeura immobile et muette. Rien ne se lisait sur son visage. D'une voix dont toute aigreur avait disparu, elle dit enfin : « Très bien. Je vais rentrer les enfants. » Se retirant, elle s'arrêta auprès de Nofrette pour ajouter dans un murmure : « Cela, Nofrette, c'est toi qui l'as voulu. Je ne l'oublierai pas. Non, je ne l'oublierai pas. » Chapitre 5. 4e mois de l'inondation. 5e jour. 1. Imhotep poussa un soupir de satisfaction quand il eut fini avec les devoirs rituels qui lui incombaient en qualité de prêtre chargé du culte des morts. Rien n'avait été oublié, et la cérémoniale fut suivie avec soin méticuleux. Imhotep était, à tout égard, un homme consciencieux. Il avait fait les libations exigées, brûlé de l'encens, assuré les ordinaires offrandes de nourriture. Il alla rejoindre Ori qui l'attendait dans la petite chambre qui se trouvait à l'entrée du tombeau. Là, Imhotep redevenait le propriétaire terrien, l'homme d'affaires. Pendant plus d'une demi-heure, il s'entretient avec Ori des cours, des récoltes et des bénéfices qu'il devait tirer de ses céréales, de son troupeau et de ses bois. Hochant la tête, il dit enfin : « En vérité, Ori, ton cerveau est fait pour les affaires. »« Il s'est habitué à elles, » répondit l'autre en souriant. « Il y a tant d'années que je m'occupe d'Étienne. » »« Avec beaucoup de dévouement, je le sais. Il y a une chose dont je voudrais te parler. Il s'agit d'Hippie. Il se plaint de n'avoir ici qu'une situation subalterne. Il est encore très jeune. Oui, mais il est très intelligent. Il estime que ses frères ne le traitent pas comme il conviendrait. Sobek le rudoie et l'envoie promener. Yamoz, de son côté, l'exaspère avec ses perpétuelles recommandations et ses conseils prudents. Hippie est un tempérament fier et il n'aime pas recevoir des ordres. En outre, il estime qu'il n'y a ici qu'une personne qui ait le droit d'en donner. Moi. C'est exact, dit Ori. J'ajoute qu'à mon sens, Imhotep, c'est ce qui ne va pas ici. Puis-je parler librement ? Je t'en prie, mon bon Ori. Tes paroles sont toujours sages et je tiens compte de tes avis. Alors, voici ce que je voulais te dire. Il faudrait que, durant tes absences, quelqu'un eut ici une autorité réelle. Je m'en remets à toi et à Yamoz du soin d'administrer mes affaires. Je sais que nous agissons en ton nom quand tu n'es pas là, mais cela ne suffit pas. Pourquoi ne fais-tu pas d'un de tes fils ton associé, par un acte légal ? Imhotep, sourcils froncés, marchait de long en large. Auquel de mes fils songes-tu ? Sobek a des manières autoritaires, mais il ne sait pas obéir et je ne puis lui faire confiance. Il a trop mauvais esprit. Je pensais à Yamoz. C'est ton aîné. Il est de relations agréables, il t'aime et il t'est dévoué. Je t'accorde tout cela, mais il est trop timide, trop timoré. Il s'incline devant tout le monde. Évidemment, si Hippie avait quelques années de plus, il est dangereux de donner de l'autorité à un homme trop jeune. C'est très vrai. Quoi qu'il en soit, Ori, je réfléchirai à ce que tu m'as dit. Yamoz est certainement un bon fils, un fils obéissant. Doucement, mais d'une voix pressante, Ori déclara :
Je crois que ce serait la sagesse. Imhotep regarda Ori. Ses yeux interrogeaient. Que veux-tu dire ? Demanda-t-il enfin. Je disais il y a un instant, répondit Ori, qu'il est dangereux de donner de l'autorité à un homme trop jeune. Il n'est pas moins dangereux de la lui donner trop tard. Parce qu'à ce moment-là, il a trop l'habitude de recevoir des ordres pour prendre celle de commander lui-même. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Imhotep soupira et poursuivit. Ah, il est bien difficile de mener une famille. Les femmes, en particulier, sont dures à manier. Satipi a un caractère impossible, Kate a des accès de bourderie et de mauvaise humeur, mais il faudra tout de même qu'elle comprenne que j'entends que Nofret soit traité avec les égards convenables. Je crois pouvoir dire. Il s'interrompit. Hors d'haleine, un esclave qui avait gravi le sentier en courant s'arrêtait devant lui. « Qu'est-ce » demanda Imhotep. « Maître, un bateau est là, qui vient de Memphis. Il amène un scribe appelé Kameni qui apporte un message. » Imhotep ne put retenir un geste d'agacement. « Encore des ennuis. Quand je ne suis pas là pour m'occuper de tout, rien ne marche droit. » Il s'éloigna vivement par le sentier. Ori, inquiet et préoccupé, alla se rasseoir dans un coin d'ombre. Renisambe errait sans but sur les bords du Nil quand elle entendit des cris et vit des gens se hâter vers le débarcadère. Courant, elle aussi, elle se joignit à eux. Un bateau approchait de la rive dans lequel un jeune homme se tenait debout dans la vive lumière du soleil. Renisambe, quant à elle, l'aperçut, crut que son cœur cessait de battre. Une idée folle lui traversait l'esprit. « C'est Kay, murmura-t-elle. Kay, qui revient du royaume des ombres ?» Tout de suite, elle se moqua d'elle-même, parce que, dans son souvenir, elle ne revoyait jamais Kay que naviguant sur le Nil. Elle s'était imaginé que ce jeune homme, dont la stature rappelait celle de son époux regretté, n'était autre que Kay lui-même. Le voyageur, qui était plus jeune que ne l'était Kay au moment de sa mort, était un homme au visage souriant qui se déplaçait avec une grâce aisée. Il expliqua qu'il s'appelait Kameni, qu'il était scribe et qu'il arrivait des propriétés qu'Imhotep possédait dans le nord. Cependant qu'un esclave était dépêché à Imhotep, Kameni était conduit à la maison où il achevait de se restaurer quand le maître arriva. Une longue conversation suivit, dont l'essentiel parvint bientôt dans le quartier des femmes par l'intermédiaire d'Ennet qui, Renisambe, se demandait encore comment s'arrangeait toujours pour tout savoir. Kameni, à ce qu'il semblait, était un jeune scribe au service d'Imhotep, dont il était d'ailleurs le parent, puisqu'il était le fils de l'un de ses cousins. Il avait découvert des fraudes dans les comptes du domaine et, ces falsifications lui semblant n'avoir pu être commises qu'avec la complicité des régisseurs, il avait pensé qu'il ne pouvait faire mieux que de se rendre lui-même dans le sud pour présenter un rapport à Imhotep. L'affaire ne présentait pour Renisambe qu'un médiocre intérêt. Kameni avait fait preuve d'intelligence en avisant de ses malversations et Imhotep, très certainement, serait content de lui. Le rapport de Kameni eut une conséquence immédiate et imprévue. Imhotep fit en toute hâte ses préparatifs de départ. Il avait compté ne pas retourner dans le nord avant 2 mois au moins, mais la nouvelle modifiait ses projets. Plus tôt il serait sur place, mieux ça serait. Toute la famille se trouva bientôt réunie pour entendre les innombrables recommandations qu'il tenait à faire avant son départ. Il faudrait faire ceci et ne pas oublier de faire ça. Telle chose, Yamos ne devait le faire sous aucun prétexte. Pour telle autre, Sobek aurait à manœuvrer avec la plus grande prudence. Renisambe eut l'impression que la réunion avait un caractère très sympathique. Yamos écoutait avec intention. Sobek semblait maussade.
Ori, très calme comme toujours, demandait d'utiles précisions. Hippie, par une question inopportune, trouva moyen de se faire rabrouer de façon inattendue. « Tu es trop jeune, » déclara Imhotep avec fermeté, « pour que je te confie dès à présent des responsabilités personnelles. Tu obéiras à Yamose qui sait ce que je veux et connaît mes instructions. » La main sur l'épaule de son fils aîné, il ajouta « Je te fais confiance, Yamose. À mon retour, nous reparlerons de cette association. » Rougissant de plaisir, Yamose redressa le torse. Imhotep poursuivait. « Veille à ce que tout aille bien durant mon absence. J'entends que ma concubine soit bien traitée et qu'on lui témoigne le respect qui lui est dû. Je te la confie. À toi de surveiller la conduite des femmes envers elle. Obtiens de Satipi qu'elle tienne sa langue et de Sobek qu'il fasse la leçon à Kate. Renissam doit elle aussi se montrer polie et courtoise avec Nofret. J'entends d'autre part que tout le monde soit aimable avec notre bonne aînette. Je sais que les femmes, de temps à autre, la trouvent fatigante. Elle est ici depuis très longtemps et se croit parfois autorisée à dire des choses assez désagréables. Elle n'est ni belle ni pleine d'esprit, je ne l'ignore pas, mais elle est dévouée et, ne l'oubliez pas, elle a toujours su soigner mes intérêts. Je tiens à ce qu'elle ne soit ni malmenée, ni traitée avec mépris. Il en sera fait selon tes désirs, déclara Yamose. Seulement, les racontars d'Ennet provoquent parfois des difficultés. Imhotep balaya l'observation du geste. Il en va comme ça avec toutes les femmes, et pas plus avec Ennet qu'avec une autre. Quant à Kameni, il restera ici. Nous nous accommoderons fort bien d'un deuxième scribe. Il servira de second à Ori. En ce qui concerne la terre louée à Ehai, d'autres instructions suivirent, qui prirent du temps, Imhotep ne négligeant aucun détail, si futile qu'il fût. Quelques instants avant son départ, il entraîna Nofret à l'écart. « Nofret, lui dit-il, tu es sûre que tu es contente de rester ici. Tu ne préfères pas, en fin de compte, venir avec moi ?» Elle sourit, faisant non de la tête. « Tu ne seras pas absent longtemps. » 3 mois, 4 peut-être. Qui sait ? Tu vois, ça passera vite. Je serai très heureuse ici. Pleine d'importance, Imhotep reprit. J'ai enjoint à Yamose et aux autres de te traiter avec considération et respect. Malheur à eux si tu as quelque sujet à te plaindre. Je suis convaincue, Imhotep, que tes ordres seront exécutés. Nofret paraissait soucieuse. Après un silence, elle demanda « En qui puis-je avoir une confiance absolue ? Existe-t-il en dehors des membres de ta famille quelqu'un ici qui te soit entièrement dévoué ? » Certainement. Ori, l'excellent Ori. Tu peux le considérer comme mon bras droit. C'est un homme plein de bon sens et de jugement. Yamose et lui sont comme 2 frères, peut-être. Il y a Kameni. C'est un scribe, lui aussi. Je lui ordonnais de se mettre à ta disposition. Si tu as à te plaindre de quelque chose, dicte-lui un message, il me le fera parvenir. Nofret hocha la tête en signe d'acquiescement. « C'est une très bonne idée, dit-elle. Kameni est du Nord, il connaît mon père. Les considérations de famille ne l'influenceront pas. » D'autre part, reprit Imhotep, il y a Ennet. Nofret restait songeuse. Oui, fit-elle, il y a Ennet. Si tu lui parlais, devant moi. Très volontiers. Ennet, appelé, arrivait avec son empressement ordinaire. L'imminent départ du maître la consternait. Imhotep mit fin brusquement à ses lamentations. « Je sais, ma bonne Ennet, mais il y a des choses qu'on ne peut éviter. Je suis de ces hommes qui semblent n'avoir droit au repos et à la tranquillité et, si peu de gré qu'elle m'en sache, il me faut travailler sans cesse pour entretenir ma famille. Cela dit, je voudrais te parler sérieusement.
Tu m'aimes, tu m'es dévoué, je le sais, et je sais que je puis te faire confiance. Je te charge de veiller sur Nofrette. Elle m'est très chère. Quiconque t'est cher, maître, m'est cher à moi aussi, s'écria Énette avec ferveur. Très bien, je compte sur toi. Énette se tourna vers Nofrette qui la regardait à travers la frange de ses longs cils. Tu es trop belle, Nofrette. C'est là l'ennui. C'est de ta beauté que les autres femmes sont jalouses. Mais j'ouvrirai l'œil et je te préviendrai de tout ce qu'elles pourront faire ou dire. Tu peux compter sur moi. Un instant, les deux femmes restèrent à se regarder dans les yeux. Un étrange sourire glissa sur les lèvres de Nofrette. « Je te comprends, Énette. Je crois que je puis compter sur toi. » Imhotep s'éclaircit la gorge avec bruit. « Alors, la question est réglée et tout est arrangé. Il me semble que je n'ai rien oublié. L'organisation, c'est ma force depuis toujours. » Cette déclaration fut accueillie par un petit rire grinçant qui amena Imhotep à se retourner. Il aperçut sa mère qui menait de l'entrée dans la pièce. Elle s'appuyait sur une canne et paraissait plus desséchée que jamais. « J'ai vraiment un fils merveilleux !» s'écria-t-elle. « Tu m'excuseras, il faut que je m'en aille. J'ai des instructions à donner à Ori. » Important, mais d'un pas hâtif, Imhotep quitta la chambre en évitant le regard de sa mère. Esa fit de la tête un signe impérieux à Énette, qui s'éloigna sans un mot. Nofrette s'était levée. « Ainsi, dit Esa, mon fils te laisse ici. Tu ferais mieux de l'accompagner, Nofrette. »« Il aime mieux que je reste ici. » La voix de Nofrette était douce et soumise. La vieille femme éclata de rire. « Il changerait vite d'avis si tu le désirais. Pourquoi ne veux-tu pas aller avec lui? Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui te retient ici? Tu es une fille qui a vécu dans les villes, qui a sans doute voyagé. Pourquoi choisir la monotonie de la vie à la campagne parmi des gens, je serai franche, qui ne t'aiment pas, et même qui te détestent? » « Ainsi, tu me détestes ?» Esa secoua la tête. « Non, moi je ne te déteste pas. Je suis vieille et, bien que je n'y vois plus très clair, la beauté me fait plaisir. Tu es belle, Nofrette, et ta vue réjouit mes vieux yeux. Parce que tu es belle, je te souhaite du bien, et c'est pourquoi je te dis, va dans le nord avec mon fils. » Nofrette répéta. « Il aime mieux que je reste ici. » Le ton était toujours soumis, mais avec maintenant une nuance d'ironie un peu méprisante. « Tu as une raison pour ne pas t'en aller, » répliqua Esa avec vivacité. « Laquelle? Je me le demande. Enfin, c'est toi que ça regarde. Tout ce que je te recommande, c'est de faire attention, d'agir avec prudence et de ne te fier à personne. » Tournant le dos brusquement à la jeune femme, elle sortit. Nofrette n'avait pas bougé. Peu à peu, un sourire apparut sur ses lèvres. Un sourire cruel, qui avait quelque chose de félin.